Donc je vous propose qu'on démarre tout de suite. C'est le CLEMI qui organise ce webinaire. On est très heureuse avec Flora de pouvoir vous le proposer à l'occasion de la semaine de l'égalité et plus précisément du 8 mars. Donc moi je suis Virginie, directrice adjointe du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias, et je suis co-organisatrice du concours Zéro Cliché. Flora, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc Flora Rodriguez, je coordonne avec Virginie le concours Zéro Cliché pour la 3e édition maintenant. Et je participe aussi au pilotage de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Donc ce webinaire, il s'inscrit à la fois dans le concours Zéro Cliché. Il y a d'ailleurs déjà eu un premier webinaire à destination du premier degré au mois de janvier. Et il s'inscrit aussi dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l'école, un petit peu en avance. Voilà. Et c'est aussi l'occasion pour nous d'ouvrir officiellement l'édition 2023 du concours Zéro Cliché. Alors ça fait 11 ans qu'on organise le concours Zéro Cliché, et à travers les productions médiatiques des élèves, on a vu une vraie évolution sociale. On a vu des sujets comme par exemple la réhabilitation des femmes dans l'histoire ou la précarité menstruelle, et puis on a vu des sujets qui devenaient moins significatifs, comme par exemple les stéréotypes sexistes dans la publicité, ce qui fait d'ailleurs directement écho au rapport de l'ARCOM sur la place des femmes dans les médias qui est paru ces derniers jours. Alors après 5 ans après tout, on peut mesurer le chemin parcouru, on a raison de se réjouir, mais on constate aussi que la société française demeure profondément sexiste, et c'est ce que montre le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, et c'est ce qui a motivé la création de ce webinaire, parce que s'informer et se former sur les stéréotypes sexistes reste un enjeu brûlant d'actualité. Alors merci infiniment aux intervenantes et aux intervenants de ce webinaire. Donc nous avons la chance d'avoir à nos côtés pour introduire ce webinaire Judith Klein, qui est chef du Bureau de l'égalité et de la lutte contre les discriminations du ministère de l'Éducation nationale, Marianne Bernard, qui est coprésidente de la commission stéréotypes du Haut Conseil à l'égalité, et qui nous présentera les points les plus saillants du rapport sur le sexisme en France 2023 du HCE. Nous avons aussi Séverin Ledru-Millon, qui est formateur au CLEMI Créteil, et qui nous donnera des pistes concrètes pour faire de l'éducation aux médias sur la question de l'égalité en classe. Alors, vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de ce webinaire. On les prendra à la fin, nous avons 10 minutes de temps d'échange. Et puis, le PowerPoint vous sera envoyé aussi de manière tout à fait complète. Donc, il y a certaines slides sur lesquelles on passe un peu plus vite que d'autres. Rassurez-vous, on vous enverra un PowerPoint enrichi de toutes les références aussi auxquelles font mention nos intervenantes et Séverin Ledru-Millon. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Judith Klein pour qu'elle introduise ce webinaire. Judith, on ne t'entend pas. Est-ce que comme ça, vous m'entendez? Bonjour à toutes et tous, et désolée. Merci beaucoup Virginie et Flora d'avoir pris l'initiative de ce séminaire. Moi, je vais être très rapide. Le 8 mars et la semaine de l'égalité, c'est pour l'institution scolaire. Je représente la direction générale de l'enseignement scolaire, évidemment, une date importante. Et une semaine importante, parce que c'est à la fois un moment de mobilisation et un moment de bilan. Alors vous avez peut-être, probablement, en tout cas, d'ici ce soir, vous aurez entendu que la Première ministre a présenté ce soir un plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui va courir sur la période de 2023-2027 et qui comporte un axe, dont un des 4 axes est consacré au développement d'une culture et à l'approfondissement d'une culture de l'égalité. Je ne vais pas revenir du tout maintenant sur les mesures qui sont proposées et qui obligent l'institution scolaire à porter un regard sur sa politique en faveur du renforcement de l'égalité entre les filles et les garçons et de l'effectivité de la politique qu'elle mène. Mais simplement, je voudrais dire que
nous, on constate tous les 8 mars, parce qu'on publie tous les 8 mars une brochure intitulée Filles et garçons sur le chemin de l'égalité de l'école à l'enseignement supérieur, que persistent des inégalités de réussite entre les filles et les garçons. À l'exception des mathématiques, les filles réussissent mieux. Des inégalités de parcours à réussite égale, les filles sont moins ambitieuses, moins confiantes, plus hésitantes sur des choix ambitieux d'orientation et de formation. Et ce que l'on constate année après année, puisque maintenant c'est assez bien renseigné dans l'institution scolaire, c'est que les filles dans notre institution sont beaucoup plus victimes d'agissements sexistes et de violences à caractère sexiste ou sexuel, qui est un fait maintenant très bien documenté et qui vraiment à la fois nous inquiète, nous préoccupe, mais nous oblige. Alors, les trois enjeux pour l'institution scolaire, quand on parle d'égalité filles-garçons, c'est d'abord celui de rendre possible des parcours de réussite pour les filles et les garçons, et par conséquent de vraiment travailler sur le sentiment de compétence et sur la confiance qui manque encore aux filles par rapport à ce qu'on observe chez les garçons. Le deuxième enjeu, c'est de favoriser des choix d'orientation qui permettent à la fois une mixité des professions et des métiers, et surtout qui sont en fait une clé de l'égalité professionnelle, et on sait combien les inégalités professionnelles dans notre société sont encore prégnantes. Et puis notre troisième enjeu, c'est de prévenir tout ce qui relève du sexisme et des violences sexistes et sexuelles. Et le sexisme, ça peut être une manière de mettre à l'écart une fille dans une classe, et puis ça peut aller jusqu'à des formes très graves de violences sexuelles. Et derrière ces trois enjeux, il y a une question qui est celle des représentations. Alors, qui est celle des représentations sexuées, stéréotypées, donc qui est celle de la manière dont on représente, de la manière dont on construit une image de ce que sont les filles, de ce que sont les garçons, de ce qu'ils ou elles peuvent être. Mais la question de la représentation aussi, c'est au-delà de la manière dont on représente, c'est ce que l'on représente et ce que l'on rend visible et ce que l'on objective. Et je vais terminer mon propos là-dessus en disant construire une culture de l'égalité dans les apprentissages, parce que c'est vraiment ça notre objet. Ça se travaille. C'est pas quelque chose qui vient naturellement aux élèves. C'est pas quelque chose qui vient naturellement à nos personnels. Et ça se travaille de manière particulièrement pertinente en EMI. Notamment parce qu'il y a des enjeux derrière l'éducation aux médias et à l'information, d'objectiver, de représenter et de faire évoluer les représentations. Et on sait bien que l'école, elle contribue beaucoup à construire, à structurer des représentations, notamment sur les rôles sociaux de sexe et ce qui convient à une fille, convient à un garçon, convient les choses de manière un peu schématique. Donc l'enjeu de l'EMI, et c'est pour ça que je me réjouis que ce webinaire ait lieu aujourd'hui, c'est de travailler ces questions-là et de faire travailler activement, de faire à la fois réfléchir et produire les élèves sur ces enjeux qui sont vraiment des enjeux capitaux pour notre institution scolaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Judith, et on laisse la parole maintenant à Marianne qui va nous présenter les principaux résultats du rapport au Conseil à l'égalité. Merci Flora, bonjour à toutes et tous. Je vais d'abord remercier Virginie, Flora et Judith pour cette invitation, non seulement à mon nom propre, parce que je connais depuis très longtemps le PMI et ses actions, et ça fait longtemps que nous travaillons ensemble avec Virginie, mais je voulais vous remercier aussi au nom de l'ensemble des membres du HCE et de sa présidente Sylvie Claire-Brossolette, parce que je vais vous parler de notre rapport annuel, mais notre principal objectif, c'est que ce rapport serve à quelque chose, et en particulier soit accaparé par tous ceux qui travaillent sur le terrain, et vous, dans la communauté éducative, vous êtes au premier rang. Donc, s'empare de ce rapport pour en faire quelque chose, si je puis dire, et
et agir dans la lutte contre le sexisme. Alors ce rapport, pour aller à l'essentiel, il est, alors d'abord c'est mon émission du HCE et en particulier de la commission que je co-préside Stéréotypes, de remettre un rapport sur l'état du sexisme en France tous les ans depuis 5 ans au pouvoir public, ce que nous avons fait cette année d'ailleurs auprès du président de la République et de la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il a pour objectif non seulement de faire un constat, mais en fait d'interpeller les pouvoirs publics sur l'état des lieux. Et celui-ci, cette année tout particulièrement, nous l'avons voulu beaucoup plus resserré, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus, comment dire, efficace, si je puis dire, pour éviter que ce soit un énième rapport dont on sait que souvent ils servent à caler les armoires dans les bureaux. Ce rapport, nous le bâtissons depuis 2 ans maintenant à partir du baromètre sexisme qui est fait par l'organisme Diavoy, qui est un organisme d'études d'opinion et de sondage, et qui a interrogé un échantillon de 2500 personnes, c'est-à-dire un échantillon relativement important, alors selon les modalités classiques des sondages représentatifs de l'ensemble de la population, du clastage social, géographique, etc. Et son objectif était effectivement d'évaluer, on va dire, à la fois le vécu des femmes, la perception du sexisme et la prise de conscience aujourd'hui dans l'ensemble de la population des inégalités entre les femmes et les hommes. Donc on a bâti un questionnaire avec eux, que vous trouverez d'ailleurs, s'il est en ligne, merci pour les liens sur le site du HCE. Vous pourrez consulter à la fois l'intégralité du rapport et surtout l'intégralité du baromètre et l'ensemble de ces questions. Première chose à relever en termes de constat, depuis 5 ans, depuis MeToo, incontestablement, la reconnaissance de l'existence d'inégalités entre les hommes et les femmes est massive. Là-dessus, les progrès sont incontestables. 93% des hommes et des femmes interrogés nous disent que pour eux, en France aujourd'hui, les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même manière. Incontestablement, une reconnaissance d'une situation inégalitaire et du sexisme. Cela dit, lorsqu'on va aller interroger d'abord le vécu des femmes, on se rend compte assez vite du décalage qu'il y a entre cette prise de conscience, on va dire, générale des inégalités et du phénomène des violences, qu'il y a un décalage entre cette conscience et ce que les femmes nous disent vivre encore dans leur quotidien. On les a interrogées sur ce vécu et les chiffres sont assez implacables. 80% d'entre elles estiment avoir été moins bien traitées que les hommes, que ce soit dans l'espace privé, dans l'espace professionnel ou dans l'espace public. Si on pose la même question aux hommes, le résultat est de 37%. Vous voyez qu'il y a quand même un décalage important. Lorsqu'elles parlent de leur vécu, les femmes parlent d'abord de ce que l'on appelle désormais le sexisme ordinaire. Le vécu des femmes, ce sont des situations, j'allais dire qu'on a toutes les femmes qui sont ici, que nous avons toutes connues. 57% d'entre elles disent qu'elles ont subi des blagues ou des remarques sexistes dans l'espace public, mais aussi beaucoup dans l'espace professionnel. 41% d'entre elles, 2022, disent qu'elles vivent un déséquilibre important dans l'organisation des tâches ménagères dans l'espace privé. 41 d'entre elles disent qu'elles ont subi et qu'elles subissent assez régulièrement des gestes déplacés ou des sifflements dans la rue, ce qu'on appelle maintenant le harcèlement. Donc c'est quand même une proportion, c'est la moitié à peu près des femmes qui nous disent cela. Plus alarmant peut-être, 37% d'entre elles disent qu'elles ont déjà vécu une situation de non-consentement dans des relations sexuelles. Ce qui nous a
je dois dire interpellée, puisque le chiffre nous paraît encore aujourd'hui assez considérable, et en particulier, il est encore plus important auprès des jeunes femmes, des femmes les plus jeunes. Et ce qui est très frappant aussi, et ce qui apparaît dans le questionnaire, c'est que par rapport à son vécu quotidien, les femmes, dans leur immense majorité, ont développé et continuent à développer ce que l'on appelle des stratégies d'évitement, voire des stratégies de renoncement. 9 sur 10, donc vraiment la quasi-totalité des femmes, expriment le fait d'anticiper soit des actes, soit des propos sexistes. Alors c'est très très banal, hein. Elles ne sortent pas toutes seules. Elles s'habillent pas tout à fait comme elles le souhaiteraient. Elles évitent de parler trop fort pendant des réunions. Enfin, tout un tas de stratégies qui anticipent, en fait, je parlais, si vous voulez, d'autocensure, mais qui anticipent ce qu'elles pourraient vivre et ce qu'elles ont malheureusement l'habitude de vivre. Un chiffre aussi qu'on a relevé et qui peut-être vous concerne, vous, enseignants plus directement, 22% des jeunes femmes, qu'on appelle les jeunes adultes, c'est-à-dire qui ont entre 25 et 34 ans, nous disent avoir renoncé soit à une orientation, soit à une carrière, dans des milieux jugés, estimés par elles trop masculins et dans lesquels elles pensaient ne pas pouvoir trouver leur place ou être très souvent victimes de sexisme, ce qui nous a paru un chiffre malheureusement assez important. Donc, on voit qu'il y a déjà ce décalage entre une conscience générale des inégalités depuis en particulier 5 ans et ce que les femmes nous disent vivre. Mais le décalage s'accentue aussi lorsqu'on passe aux questions sur les perceptions du sexisme en binaire, qui nous permet de mesurer, on va dire, le degré d'adhésion à la fois des hommes et des femmes aux stéréotypes et aux clichés de genre. Et là, le constat général, c'est que, encore pour beaucoup de femmes, et pour encore plus d'hommes, les situations de sexisme que vivent les femmes, dans la majeure partie des cas, indiffèrent encore. C'est-à-dire qu'on ne les prend pas du tout en compte de la même manière que les actes de violence qui aujourd'hui, les violences sexuelles et sexistes sont beaucoup plus, si je puis dire, repérées. Ça veut dire simplement que ces situations de sexisme ordinaire, elles sont encore totalement banalisées. Et ça, c'est une grande partie des hommes, mais aussi une partie non négligeable des femmes. Je vais vous donner quelques chiffres significatifs. 65% des femmes interrogées, 77% des hommes interrogés pensent que les hommes doivent protéger les femmes. Ça a l'air totalement accepté par la majorité des femmes et des hommes. 50% des femmes, donc la moitié, 62% des hommes considèrent encore que les femmes sont naturellement plus douces que les hommes. Donc vous voyez ces clichés tellement ancestraux qui d'une certaine manière naturalisent les rôles de genre sont encore très largement partagés. Mais quand on regarde les chiffres de manière un petit peu plus précise, il y a quand même un clivage important entre les perceptions des femmes et les perceptions des hommes. Et la partie qui a probablement le plus fait parler dans la réception de notre rapport, c'est effectivement ce qui est remonté des questions posées aux hommes, toute classe d'âge confondue, sur leur perception justement à la fois des stéréotypes et des situations sexistes. Ce qui est intéressant, et pour aller peut-être à l'essentiel, parce que c'est ça qui a surtout marqué, je crois, dans notre rapport,
c'est lorsqu'on analyse les résultats du questionnaire, on se rend compte, au-delà du clivage important entre les femmes et les hommes, qu'il y a aussi, parmi les hommes, un clivage générationnel sur la question du sexisme. De manière relativement peu surprenante, on se rend compte que chez les hommes les plus âgés, on a encore, malgré effectivement une reconnaissance largement partagée des inégalités, du sexisme, et encore, on va dire, des réflexes conservateurs qui ne sont pas très étonnants. La majorité des hommes de plus de 65 ans estiment qu'il est absolument normal que ce soit les hommes qui prennent soin financièrement de la famille. À peu près la moitié d'entre eux trouvent normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants et qu'il est normal qu'elles aient plus de soins de leur apparence que les hommes, par exemple. Ça, on a été relativement peu étonnés, si je puis dire, par ces résultats-là. En revanche, ce qui nous a beaucoup étonnés, ce sont les résultats du questionnaire sur les jeunes hommes, et en particulier sur les moins de 35 ans, dont les jeunes adultes. Et ce qui nous a frappé dans le retour du questionnaire, c'est qu'il en ressort qu'il y a aujourd'hui un ancrage manifestement plus important de ce qu'on a appelé les clichés masculinistes chez cette catégorie de jeunes hommes, une espèce d'affirmation d'une entre guillemets masculinité hégémonique et qui semble toujours percevoir comme la valorisation de leur genre. C'est un peu compliqué dans la formulation, mais je vais vous donner quelques exemples. Dans les résultats du baromètre, 20% des jeunes adultes de 25 à 34 ans considèrent que pour être respecté en tant qu'homme, il faut vanter ses exploits sexuels auprès de ses amis. Le chiffre global pour les hommes, toute classe d'âge confondue, est de 8%. Même un gros différentiel. Autre chiffre qui nous a marqué, 21% d'entre eux considèrent qu'il faut rouler vite pour être un homme, et 23% d'entre eux qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Ça, c'est probablement dans l'ensemble de nos résultats le chiffre qui a le plus eu d'écho, parce que effectivement nous-mêmes avons été très très surpris en voyant remonter ce chiffre, d'autant que si on prend la moyenne des hommes sur cette question-là, elle est de 11%. Vous voyez là encore le différentiel entre les générations. Et puis, dernier chiffre sur ce sujet-là, qui nous a paru alors pour le coup très très alarmant. Attendez que je ne dise pas de bêtises parce que c'est important. 48% des hommes entre 15 et 34 ans considèrent que l'image des femmes véhiculée par des contenus pornographiques est problématique. Ça veut dire qu'il y en a 52% qui trouvent que l'image véhiculée dans la pornographie, l'image des femmes véhiculées dans la pornographie ne pose pas de problème. Alors que pour les hommes les plus âgés, 79% d'entre eux estiment que cette image des femmes ne doit plus avoir lieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on veut pointer parce que c'est vraiment, il me semble, sur cet espace-là qu'il faut aujourd'hui s'interroger. Parce que ce qu'on a voulu mettre en lumière, c'est que cette persistance des clichés, des stéréotypes qui remontent à très longtemps, cette persistance, voire cette recrudescence des clichés, c'est pour nous ce qui fait le lien avec la question des violences
sexistes et sexuelles. Et il n'y a pas d'un côté une situation de violence dont on sait malheureusement dans la réalité qu'elle ne régresse pas, qu'elles ont même tendance à augmenter. Malheureusement, depuis le début d'année, le chiffre des féminicides continue à s'emballer. Donc il n'y a pas d'un côté ces violences-là et de l'autre des représentations, comme le disait Judith, des stéréotypes qui peuvent paraître insignifiants. Non, pour nous, il est important de dire qu'il y a entre les clichés les plus insignifiants et les situations les plus violentes, il y a un continuum de violence. Et que c'est à ce continuum de violence qu'il faut s'attaquer. Et c'est pour ça que dans la manière dont on a voulu présenter ce rapport, on s'est dit oui, bien sûr, il faut faire des recommandations toujours. Et comme tu le disais, Virginie, la Première ministre a annoncé un renforcement à la fois en termes de prévention pour les violences faites aux femmes, en particulier avec l'ouverture de plus de maisons de femmes pour les accueillir. Il est évidemment important de se battre pour que les sanctions envers les hommes violents soient non seulement vraiment mises en œuvre, mais voire augmentées. Mais si on ne s'attaque pas à la racine de ces violences-là, ce sera le tonneau des Danaïdes, parce qu'on pourra augmenter la prévention et la violence, mais si on n'essaie pas de traiter le problème à la racine, on risque pas d'y arriver. Or, traiter le problème à la racine, et c'est pour ça que je suis particulièrement contente de partager avec vous sur ces questions-là, s'attaquer aux racines, c'est réellement s'attaquer à la construction de ces représentations, à la construction des stéréotypes, à la manière dont ils se reproduisent, et dont ils se reproduisent, parce que sinon ce ne seraient pas des stéréotypes, sans même que nous nous en rendions compte. Voilà. Et c'est pour ça, évidemment, que dans les recommandations que nous avons faites à la fin de ce rapport, nous insistons énormément sur la dimension éducative dans la lutte contre le sexisme. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. L'école ne peut pas porter tous les malheurs du monde, mais vous avez effectivement, vous, dans la communauté éducative, un rôle absolument fondamental sur la question des représentations, de la construction des stéréotypes. Et je rejoins absolument ce que disait Judith sur le lien entre la question de la construction des stéréotypes, la question de l'éducation aux médias, etc. Enfin, tout le travail que fait le CLEMI depuis plusieurs années. Puis je terminerai là parce que je ne veux pas être trop longue, c'est que ce rapport, nous l'avons accompagné aussi avec l'aide de l'agence EXTRA. Nous l'avons accompagné d'une campagne de sensibilisation. Alors, on a fait des tout petits formats, on a eu la chance de pouvoir diffuser ces spots sur les antennes de France Télévisions et de Radio France en particulier de manière assez massive, mais on a aussi fait une version plus longue sur le site du HCE, je le trouverai ici, sous la forme d'une fiction sonore, et le slogan de cette campagne, c'est exactement ce que je vous disais sur l'idée du continuum, c'est le sexisme, on ne sait pas toujours comment ça commence, mais on sait comment ça se termine. Et ce qu'on a voulu, si vous voulez, montrer, c'est par le biais d'une conversation téléphonique entre une jeune femme et son compagnon, c'est montrer comme ça des situations extrêmement banales, d'échanges entre eux, et puis d'un coup, cette espèce d'état de violence qui va progresser jusqu'à une fin assez alarmante, mais aussi de mêler cette conversation à deux avec des situations, dit la jeune femme. Elle vient d'avoir un enfant, elle postule pour retrouver un emploi auprès d'une agence, tout en ayant son compagnon qui la harcèle un peu au téléphone. Elle a un coup de fil
du responsable de l'agence qui lui dit oh ben, désolé, votre profil est parfait, mais on hésite à engager une femme avec un enfant parce que vous n'avez pas assez de disponibilité. Puis à un moment, on la retrouve dans la rue, toujours au téléphone avec son compagnon un peu harceleur, et on entend qu'elle se fait aborder par un homme. On a voulu à la fois mettre en scène des situations de sexisme ordinaire et bien insister sur le continuum jusqu'à la situation de violence conjugale. Cette fiction sonore, c'est pour nous aussi un outil. Voilà, c'est un outil. Donc, nous serions absolument ravis que le plus de monde possible s'empare. Et vous les premiers, si vous en aviez envie. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue. Le rapport contient beaucoup d'autres éléments, mais il me semblait que c'était les éléments les plus importants à partager avec vous, et je suis évidemment à votre disposition si vous en avez pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Marianne pour cette présentation extrêmement claire et synthétique, en même temps très riche, qui nous donne matière à réflexion et qui motive aussi justement ce que tu disais sur la nécessité de travailler ensemble et de pouvoir, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant face à ce constat. Donc là, c'est une transition toute parfaite pour Séverin Ledrumillon qui lui est formateur d'enseignants et qui va nous proposer justement des pistes concrètes. Et puis nous avons travaillé aussi sur la fiction sonore que tu évoques, donc vous aurez tous les liens dans le PowerPoint que on va vous envoyer après le webinaire, avec des pistes aussi concrètes que Flora pourra vous présenter tout à l'heure pour travailler sur cette fiction sonore. Voilà, et je vais laisser la place maintenant à Séverin qui va nous... Voilà, maintenant qu'on est dans ce constat, Séverin, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, peut-être juste... Ça a un peu de pression comme introduction. Vous m'entendez bien? Séverin, avant de te laisser la parole, j'avais mis le teaser de la fiction sonore qu'on peut peut-être passer pour donner une idée un peu de à quoi ça ressemble. En fait, non, j'arrive pas à la passer. C'est que j'ai pris la main, je pense. C'est pour ça que t'as pris la main. Mais du coup, voilà, justement pour faire la transition sur la fiction, elle est vraiment d'une belle qualité audio, c'est très agréable comme écoute. Et ce que je trouve vraiment pertinent dans ce petit podcast, c'est le fait qu'il y ait les données. On peut appuyer sur pause au moment du podcast, ça renvoie vers les données du baromètre. Et en fait, c'est un peu là-dessus que j'ai voulu construire ma présentation là, cet après-midi. C'est parce qu'en fait, les rapports là, dont il était question là, depuis tout à l'heure, en fait, il y en a beaucoup qui sont publiés, effectivement. Et en fait, ces rapports, là où ils sont intéressants, c'est qu'ils permettent de donner une dimension un peu plus argumentée, un peu plus par les chiffres aux élèves sur la lutte contre les stéréotypes. Parce qu'en fait, du coup, depuis des années, on travaille sur Zéro Cliché. On voit beaucoup de productions d'élèves qui sont souvent sur des impressions, des intuitions des élèves sur les stéréotypes et sur ce que ça représente dans la société. Et en fait, parfois, on a l'impression que ça reste un peu à la surface de la dénonciation. Et donc, en fait, les rapports, ils permettent d'appuyer un contenu, une idée, et permettent de l'éclairer de manière un peu plus scientifique. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans le podcast, au-delà de la qualité simple du podcast, c'est qu'il renvoie vers des statistiques. Et du coup, ça permet justement de passer de la dénonciation des stéréotypes à une démarche plus d'analyse. Voilà, je trouve ça très intéressant. Donc, c'est là-dessus que j'ai construit mon intervention, donc je partage ma présentation. Je pense que normalement, il n'y aura pas de problème, ça fonctionne bien cet outil. On va voir. Est-ce que vous voyez la présentation ou pas? Suspense. Non. Non, vous la voyez pas. Mais peut-être que c'est encore Flora qui a la main sur le... Normalement, j'ai la présentation qui devrait se lancer en cliquant dessus. Alors, attendez. Tac. Vous me dites qu'on voyait quelque chose. Oui, très bien. Là, je redéfini une présentation. Ah d'accord, c'est peu importe. L'important est marqué en cours. C'est bizarre. T'es pas obligé de l'importer, sinon tu peux partager ton écran. Ouais, normalement, il y a marqué que c'était bon. Mais alors, du coup, partage d'écran. J'ai pas partage d'écran. Tu peux le partager dans ma présentation, sinon, Flora, je te l'ai envoyé par mail. Ah, attends. Partager l'écran. Allez, c'est parti. Non, c'est bon. Ça va le faire. Voilà. Vous voyez mon écran, c'est bon. Super. Donc, alors, l'idée, elle est là. C'est stéréotype femme-homme, passer de la fiction à l'information. Là, c'est-à-dire que moi, du coup, je suis formateur en éducation média à l'information. Donc, l'idée, c'est quand même de produire un contenu informatif. Justement, c'est que parfois, en se contentant de dénoncer les stéréotypes qu'on perçoit dans la société, on passe parfois à côté de ce qui va permettre d'aller un peu plus loin.
Donc, j'y propose des pistes pédagogiques en lien avec les différents rapports qui existent. En fait, depuis des années, il y a donc l'ARCOM, hein, c'est Virginie en parlait tout à l'heure, qui a sorti son rapport hier ou avant-hier. Ils ont sorti 2 rapports cette année, donc le bilan annuel sur la place des femmes dans les médias, et une nouvelle édition du rapport sur la publicité quelques années après. Donc ça permet d'avoir une évolution. Donc le premier scénario dont il est question, c'est un scénario qui a été conçu avec l'ARCOM. Donc l'idée, c'est de nommer, chiffrer et montrer les stéréotypes. Donc pour ça, on travaille, et donc c'est dans ce qui est pédagogique, hein, vous aurez la présentation, donc tous les liens pour accéder aux séquences présentées. Et donc il va faire quelque chose en 3 temps, avec, j'ai repris une phrase de Marlène Coulombuli, qui est la responsable française du dossier GMMP, donc ceux que ça intéresse, c'est pareil, il y aura le lien, qui est un dispositif de chercheurs partout dans le monde qui compte la prise de parole des hommes et des femmes pour avoir une dimension un petit peu internationale. Et là où la grande différence avec beaucoup de rapports, c'est qu'ils sont plus qualitatifs, c'est-à-dire ne pas se limiter à compter, mais aussi pour faire compter aussi la qualité de la prise de parole. Et l'ARCOM a fait ça maintenant. Mais l'idée, c'est pas juste de dire il y a X femmes sur les plateaux télé, parce qu'on sait que ça ne renseigne pas sur l'intérêt de la prise de parole des hommes et des femmes. Donc c'était important de faire quelque chose de plus qualitatif. Donc compter pour faire exister, donc le constat, c'est l'idée de dépasser le ressenti, et donc d'aller un peu plus loin et de prouver ce ressenti. Donc pour ça, c'est un travail qui a été conçu par une professeure de français, avec l'idée qu'il faut être capable, en fait, c'est partir de l'idée que les élèves très souvent disent on n'est pas bête, on sait qu'il y a des stéréotypes. Tu vois, c'est notamment le cas dans les émissions de télé-réalité qu'on connaît tous. Très souvent, dans les études de rap, ils disent non, on est au courant, on sait très bien, on n'est pas débiles. C'est une phrase qu'on a tout le temps. Mais en fait, nous, ce qu'on doit avoir en tête, c'est que, évidemment, c'est pas regarder une émission qui va transformer l'enfant en futur c'est qu'on va en fait essayer de leur faire la réalité des donc, le travail en français, c'est travailler sur une vidéo, par exemple, un peu typique, des stéréotypes qui peuvent être transportés dans les médias. Et après, de nommer les choses. C'est-à-dire, en fait, essayer d'élaborer une grille de lecture en français sur les stéréotypes dans les médias. Dans le but, ça, après, de travailler avec le professeur de mathématiques et le professeur de mathématiques. Donc, pour ça, on aurait 2 liens, donc un le rapport du GMMP et un lien des l'idée, c'est quand ils mettent en place sur la statistique, ils fournissent des grilles d'analyse avec des questions de type échelle. Et donc, l'échelle, elle va compléter leur grille d'analyse. Donc, en fait, ces questions-là, les professeurs doivent les avoir en tête entre les élèves. Ensuite, l'idée, c'est qu'en mathématiques, on va élaborer une grille statistique et en fait remplir les grilles sur un type de contenu. Par exemple, l'année dernière, les CREMI d'Occitanie et les Canopées ont élaboré un défi data autour des questions de représentation des hommes et des femmes. C'était dans la presse locale, il me semble. Et en fait, ils ont élaboré des grilles statistiques avec ce même type de séquence. Et après, l'idée était de dire, de pouvoir montrer aux autres qu'est-ce que ça montrer sur la représentation des hommes et des femmes. Eux, ils travaillaient beaucoup sur la data, c'était vraiment le cœur du sujet. Et en fait, du coup, après, ils travaillaient sur des représentations graphiques. Et donc, la suite, c'est en fait après travailler avec une infodocumentation de l'EMC, parce que l'EMC n'est pas réservé à l'histoire géographique, donc c'est parti. Et l'idée là, c'est de choisir les statistiques qui nous semblent les plus pertinentes, et après de faire une campagne d'affichage à l'échelle d'un établissement, ça c'est une logique. Et en fait, à partir de sélectionner l'information qui nous semble clé, de la représenter sur un type d'affiche, de la remédier pour les autres élèves, et à partir de là, on a fait le travail d'éducation des médias, c'est-à-dire qu'on va avoir analysé un contenu, et on va avoir produit un autre, donc on aura fait un peu toute la boucle, et avec une idée que derrière, on va sensibiliser les autres. Donc en plus, on sort d'une classe et de la séquence pour essayer d'avoir une influence, on ne va pas faire... on va pas tirer des professeurs à commettre, mais l'idée c'est quand même d'avoir une influence qui dépasse la séquence avec les 24 ou les autres élèves de la séquence. Donc ça c'était le premier scénario que je vous montrais, donc là je vais vous très rapidement, je vais vous montrer ça, c'est des grilles d'analyse, elles ne sont pas en bonne qualité, mais c'est celle du CSA, et donc de l'ARCOM maintenant, qui figure dans le rapport, à chaque fois dans les rapports annuels, en annexe, vous avez la méthodologie, et donc vous avez tous ces éléments-là. Et en fait, c'est de ça que je pense qu'il faut s'inspirer quand on travaille avec les élèves sur comment on représente les genres, les sexes dans les médias. Donc je le passe, je ne vais pas détailler, c'était pour faire comprendre le type d'éléments. Et là, on est sur la télé-réalité. Là, c'est intéressant, c'est qu'en fait,
sur la télé-réalité, en fait, le CSA n'est pas un censeur a priori, c'est un censeur a posteriori. Enfin, le censeur, il ne l'aiderait pas, mais c'est un régulateur a posteriori. Et donc, du coup, il donne cette grille d'analyse aux producteurs d'émissions de télé-réalité en leur disant essayez de penser à ça quand vous faites votre contenu, quand vous faites votre montage. Alors après, est-ce qu'en sorte de montage, les personnes regardent ça? Je ne sais pas. Mais c'est les consignes de l'ARCOM. Donc ça, c'est l'exemple parfait, tout beau, tout propre. C'est le centre Bertine Leclerc, voilà, qui est un travail exceptionnel qui mène notamment sur ces questions-là. Et là, c'est les infographies qui produisent. Donc, pour information, pour les collègues d'Île-de-France, ils vous livrent ça gratuitement, donc tout affiche communication. Et pour les collègues, parce que c'est financé par Île-de-France, évidemment. Et les collègues à la livraison et prochain meeting, mais c'est l'occasion, là, le 8 mars, l'établissement, ça a été affiché hier, de montrer plusieurs types de campagnes qui produisent. Et pourquoi je vous les montre là? C'est parce qu'en fait, vous voyez, c'est juste une seule statistique qui va être utilisée, c'est très simple, il y a une statistique, une personne, et en fait, le message, je trouve qu'il est simple, mais du coup, il est très clair. En fait, c'est exactement le principe du podcast que fait par le HTE, c'est-à-dire qu'on a une idée, donc par exemple, ben voilà, l'harcèlement de rue, et on a la statistique qui va avec. Et en fait, je trouve que c'est ça vers ça qu'il faut qu'on tende comme type de production, c'est-à-dire quelque chose qui va être efficace, clair, voilà, pour les élèves, et notamment pour les autres élèves. Donc, sur ces questions-là, donc là, si on parle vraiment des femmes dans les médias et des hommes et des femmes dans les médias, vous avez un rapport qui est publié l'année dernière par la députée Céline Calvet, de mémoire pour le prénom, qui est vraiment très intéressant et qui fait le point très clairement sur à la fois ce qui est fait en France, dans le monde et ce qu'on doit faire. Donc, je vous laisse prendre connaissance. Il y a marqué en temps de prise, mais en fait, ça va bien au-delà. Et donc, il y a des recommandations. Donc, vous en prendrez connaissance, hein, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je suis détaillé. Et là, je vais reprendre l'activité qu'on a menée avec des collègues depuis des années sur les garçons et qui rejoint complètement le travail du HCE. L'idée, c'est qu'en fait, en classe, en début de séquence, en troisième, on fait la formation sur l'égalité filles-garçons et les valeurs de la République. Nos élèves complètent un sondage avec un sondage pour les garçons et pour les filles. C'est exactement ce que fait le HCE. C'est moi qui ai préparé les questions avec mes collègues. Et du coup, en fait, on les complète au fur et à mesure, parce que dans les formations, on a parfois des idées qui émergent intéressantes. Et en fait, ces questions-là, l'idée, c'est que l'élève, il va, du coup, face à son ordinateur, il est tout seul, se poser des questions sur sa propre représentation des rôles attribués dans la société ou des stéréotypes dès la naissance. Hein. Vous allez voir, c'est des propositions. S'il y en a que ça intéresse, hein, envoyez bien mon sondage, je ne l'ai pas fait là, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Mais voilà. Et en fait, pour ça, vous pouvez vous servir donc, de ces... des annexes aussi du rapport du HCE et du sondage du Lavos. Je vais vous présenter d'autres choses. Je vois que le temps file. Alors voilà, l'intérêt, c'est partir de leur représentation. Et là, vous allez voir que c'est mon grand cheval de bataille du moment, c'est de travailler notamment sur toutes les questions de virilité. Parce que quand on parle du continuum de violence, les violences sont exercées par les garçons, il ne faut pas se mentir. Et donc, en fait, on a trop tendance à travailler l'égalité filles-garçons en disant, bah voilà, les femmes sont victimes de stéréotypes. C'est évidemment vrai. Et sans doute que les stéréotypes touchant les femmes sont davantage dépréciatifs par rapport à la réussite dans la société actuelle que ceux qui touchent les garçons, mais ceux qui touchent les garçons entraînent des conséquences qui peuvent être de manière sociale beaucoup plus graves. Et je pense qu'il est très intéressant de travailler sur les garçons, et donc notamment en les concernant dès le début. Et donc pour ça, de travailler sur le sondage, en fait, ça va les permettre de ne pas sentir un discours militant. Alors, je ne suis pas contre le militantisme, je pense qu'il faut militer pour se comprendre, mais c'est désamorcer un petit peu cette frustration qu'on peut avoir parfois. Juste pour information, là j'ai compté pendant le début de la formation, vous êtes 260 et quelques participants, il y a 15 hommes. Alors, je ne peux pas vérifier tous les noms, mais il n'y a que 15 hommes. Dans mes formations, j'ai eu 250 stagiaires en 5 ans sur cette question-là, et j'ai eu à peu près 15 hommes pareil. Donc on est sur des proportions, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si on ne touche pas les garçons maintenant, on ne les touchera pas plus tard. Donc voilà, je pense que c'est le moment. Donc je suis obligé d'avancer. Hein. Donc, ensuite, en fait, cette question des stéréotypes, c'est le but final de cet exercice que je fais avec eux. En fait, la finalité, c'est que je mets en parallèle le sondage des résultats des garçons, les résultats des filles aux mêmes questions. En fait, je les mets en regard, et à partir de là, on l'analyse en classe. Et l'idée derrière ça, c'est de définir ce qu'est un stéréotype, et ensuite on enchaîne sur les conséquences des stéréotypes. Et là, j'utilise le rapport qui me semble maladroit. Donc, pour élaborer le sondage, je vous suggère ça. Ensuite, j'utilise le rapport de l'ADEP qui a été évoqué là tout à l'heure et qui a été mis dans le chat. C'est vraiment hyper intéressant le travail de l'ADEP, c'est la division sur la prospective, les statistiques, l'éducation nationale.
peut-être pas que de l'éducation nationale, mais en tout cas en partie. Et en fait, il y a des chiffres qui sont vraiment très intéressants là-dessus. Donc, je vais vous montrer 2-3 chiffres, mais je suis obligé de faire vite, hein, donc vous allez voir. Et ensuite, je vais vous montrer une production d'élèves qui a participé à Zéro Cliché il y a 11 années, que j'ai trouvé très intéressante, qui, à mon avis, n'allait pas tout à fait au bout de l'idée, mais qu'en fait, je pense peut constituer une piste intéressante. Alors, je vous ai mis voilà, des ressources, vous regarderez. Hein, il y a un scénario de l'ARCOM sur un reportage télé qui s'appelle C'est quoi un homme? C'est des stages pour réaffirmer sa masculinité. Honnêtement, c'est vraiment un reportage incroyable. Du coup, moi, je l'utilise depuis des années maintenant et ça marche très bien avec les élèves. Et en fait, pour concerner les garçons, c'est top. Parce que du coup, c'est des catholiques qui se retrouvent hein, pour essayer de réfléchir à ce qu'ils sont en tant qu'hommes dans la société d'aujourd'hui, etc. Voilà, il y a tout un travail à faire d'analyse de ce reportage et puis de travail sur le rôle de l'ARCOM en tant que régulateur. Je vous ai fait tout un petit, une petite biographie, un ouvrage qui me semble tout à fait intéressant. Olivia Gazalet sur l'histoire de la virilité, des masculinités. Sylvie Héra, je pense que c'est plus connu sur les sanctions en établissement scolaire. Lucille Peytavin, c'est le coût de la virilité. Qu'est-ce que ça coûte à la société, notamment à tous les chiffres sur la délinquance masculine. Voilà, et alors vous savez, dans les établissements scolaires, comme moi je suis en REP+, il y a 20 points d'écart entre les garçons et les filles au brevet. Il y a, jour J, là, dans mon établissement, il y a 0 conseil de discipline pour les filles cette année, il y en a au moins 15 pour les garçons. Donc on est, pour les rapports d'incidents, on est sur du 90% garçons. Donc il y a des vraies questions. Livre Beau, c'est notamment pour en finir avec la fabrique des garçons, donc la suite de Sylvie Héral, et aussi la vie faite par et pour les hommes, dans la collection d'Égal à Égal, c'est un géographe. Voilà. Ensuite, alors du coup, les ressources, le baromètre, je passe. Vous voyez, vous avez les questions. Donc, il y avait une collègue dans le chat qui demandait est-ce qu'on a accès aux questions. Donc, c'est exactement ça. Vous aurez accès aux questions. Je remarque qu'eux aussi ont divisé garçons et femmes dans les réponses. Ils ont en plus le CSP. Alors, évidemment, avec les élèves, les questions se posent pas différemment. Mais voilà, il y a ça. Ensuite, ça, bon voilà, c'est la question que je pose depuis tous les ans. C'est la dernière de mon sondage. C'est celle qui, dans l'analyse, est la plus intéressante. Et donc, à gauche, c'est les réponses des filles de ma classe, et à droite, des garçons. Et donc là, on voit qu'ils se heurtent à un bug à partir du moment où on leur demande pourquoi. Là, quand je leur dis, mais pourquoi le garçon ne peut pas être pourquoi la fille ne peut pas être torse nu? Voilà, vous voyez qu'il y a des filles qui ont compris hein, ce problème, c'est-à-dire qu'elles mettent que voilà, les garçons ne peuvent pas se mettre torse nu parce qu'elles se disent bien qu'il y a un problème. Voilà. Du coup, je passe à l'anecdotique, mais je voulais vous la montrer parce que ça marche bien. Et donc, il y a plein de rapports qui nous permettent d'avoir plein d'idées. Donc, celui-là, c'est le HCE aussi, mais c'est sur la perception des stéréotypes chez les jeunes. Voilà, je suis obligé de passer. Hein. Vous allez voir, il y a plein de recommandations, il y a une méthodologie très claire, il y a des statistiques. Et alors voilà, il y a des expériences. Et là, je voulais signaler ça parce qu'en fait, dans Zéro Cliché, on est à l'affût toujours des choses nouvelles. C'est-à-dire que dès qu'il y a des idées, hein, c'est quand Virginie parlait de la précarité menstruelle, ou il y a des fois des sujets qui sont abordés par les élèves qui sont top. Et là, c'est des initiatives. Là, c'est par exemple, c'est le rapport qui dit, bah voilà, au Japon, les petits garçons sont invités, avec les petites filles évidemment, à nettoyer les locaux, etc., etc. Et donc, ça permet d'enseigner l'humilité et tout ça. Je trouvais ça intéressant comme type d'expérience. Et dans le rapport, on va trouver des choses comme ça. Là, c'est le dispositif Angela, c'est dans les bars quand on se sent en sécurité. Je passe parce que j'ai plus de temps. Et ensuite, le rapport publie des recommandations. Donc vous allez voir que tous les rapports fonctionnent comme ça maintenant. Et c'est très intéressant parce que du coup, c'est pareil, c'est des pistes. Et là, on rentre dans une logique de journalisme de solution. Et donc l'idée de dire, bah voilà, plutôt que de juste dire, bah voilà, il y a des inégalités dans le sport, ce qui est vrai, c'est très bien de le dire, hein, dans le sport, dans la cour de récréation, sur les couleurs, sur les métiers, tout ça, c'est super. Et en fait, l'idée, c'est aussi de se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut évoluer? Et je pense notamment à un travail, vous savez, avec les CVL ou les conseils de vie collégiens qui peuvent travailler sur ces questions-là à l'échelle de l'établissement et notamment avec le référent à égalité filles-garçons. Normalement, vous en avez tout ça en établissement. Donc, dernier point, l'ADEP, vous aurez quelques chiffres, hein, vous les aurez. Là, c'est l'ECP. Ce que vous voyez en orange, c'est les filles qui surperforment. En vert, c'est les garçons. Et donc, vous voyez, là, on a l'entrée en CP. Là, on est à l'entrée de CE1. Et donc, on voit le basculement qui se passe. Voilà. Vous avez un chercheur hein, qui est très intéressant, c'est Pascal Huguet qui travaille là-dessus. Du coup, voilà, vous voyez, on pense que c'est vers 6-7 ans que se jouent ces discriminations. Alors, évidemment, nous, on est un peu plus tard avec nos élèves, mais c'est important quand même.
Sur l'orientation, ça c'est les bacs pro, il n'y a aucune surprise. Le seul bac pro de production où il y a plus de femmes que d'hommes, c'est la mode, matériaux souples et la métallurgie. Et donc la métallurgie, on peut penser que c'est plutôt les bijoux que les charpentes. Voilà. Et donc, à l'inverse, dans les services, on est essentiellement sur des bacs pro féminins. Il n'y a pas de surprise. Et donc ça, je termine avec ça, c'est la production des collègues, des élèves d'un lycée à Versailles. Alors eux, ce qui était génial, c'est qu'ils ont demandé l'autorisation à l'établissement de chronométrer leurs professeurs sur l'attribution et faire des statistiques sur l'attribution de la prise de parole. Donc vous avez leur méthodologie, vous avez leurs statistiques. Alors voilà, ça va peut-être pas assez loin, mais en fait c'est très intéressant parce que on voit bien qu'ils ont leurs chiffres, leur vie directe. En fait, c'est les femmes qui donnent moins la parole, on n'est pas très surpris, hein, aux élèves filles, etc. Il y a aussi un travail qui pourrait continuer là-dessus sur la géographie sonore de la classe, c'est-à-dire aussi le temps pris par le professeur à s'occuper des garçons et des filles, en remédiant pour les problèmes de comportement, d'affaires, etc. En fait, je pense qu'on arriverait à une géographie sonore de la classe qui serait, à mon avis, hyper genrée. Donc, je ne peux pas l'affirmer parce que je n'ai pas fait le travail moi-même, mais voilà, je vais vous le montrer. Et donc, vous voyez, ça, c'est le constat. Et donc, c'est aussi ça qu'on a aimé dans le jury, hein, c'est que après, ils ont des idées, ils proposent des choses. Donc, vraiment, c'est une des productions des dernières années que je trouve intéressante. Et voilà, une autre campagne d'affichage du Centre Hubertine Leclerc qui peut avoir son intérêt pour les questions d'orientation. Je termine avec un dernier point parce qu'elle m'a tendu la perche tout à l'heure, la collègue du HCE, c'est sur la pornographie et nos élèves. Il y a un rapport très intéressant qui est sorti du Sénat suite au scandale révélé par Le Monde sur des vidéos absolument scandaleuses qui ont été faites sur des femmes en situation de précarité. Voilà. Et du coup, ce rapport est vraiment très, très intéressant. Il parle beaucoup d'éducation aux médias, beaucoup d'informations, beaucoup de la jeunesse. Et je trouve ça très intéressant. Il y a des statistiques, il y a beaucoup de choses. Il y a le rapport, il y a les annexes. Dans les annexes, vous avez des chercheuses comme Sophie GL, des chercheuses en éducation aux médias, qui vont apporter leur point de vue sur les images violentes, la perception, etc. Il y a les acteurs de l'industrie qui sont aussi présents et qui parlent de ça. Donc voilà, c'est un rapport que je voulais montrer. Voilà, je sais que j'ai un peu dépassé, donc je m'arrête tout de suite, mais je serai disponible pour répondre à toutes les questions si vous en avez. Merci infiniment, Séverin, pour ta présentation. C'est toujours passionnant et on est toujours un peu frustrés, mais là, l'idée, c'est vraiment déjà de vous donner envie d'aller plus loin. On va vous envoyer toutes les ressources. Vous avez aussi le parcours magistère sur les stéréotypes sexistes qui a été co-conçu avec Séverin, que vous pouvez suivre vraiment si vous voulez aller plus loin. Et puis nous, l'objectif, évidemment, avec Flora, c'est que vous participiez à Zéro Cliché. Vous pouvez participer au concours encore jusqu'en avril pour déposer vos productions, engager vos classes, engager vos élèves dans ce travail-là. Dans le cadre de Zéro Cliché, ils peuvent produire des articles, des affiches, des podcasts, des vidéos. On peut aborder tous les sujets. On fait de l'éducation média à l'information, une approche qui est innovante pour travailler cette question de l'égalité, comme le rappelait Judith Klein dans son introduction. Voilà, si j'avais qu'un seul message à faire passer, parce que là il est 52 et on a aussi envie de vous donner la parole et de vous entendre, c'est vraiment de vous encourager un maximum à participer à ce concours, parce que ça met quelque chose en mouvement aussi dans votre pratique professionnelle et aussi auprès des élèves, auprès des collègues, et ça participe vraiment aussi au climat de l'établissement, au climat scolaire. On le voit, nous, d'un point de vue empirique, avec les enseignants qui participent, ça change la donne. Flora, je te laisse peut-être présenter en 2-3 minutes ce que tu as préparé, et c'est pas grave si on déborde de 5 minutes, à moins qu'on soit coupé brutalement et que ça s'arrête. Je sais pas si on pourra pousser un petit peu, mais enfin voilà, essaye de faire le plus vite possible, en tout cas de présenter ce que tu avais préparé. Alors oui, merci. Normalement, il reste 20 minutes. Alors en fait, si vous voulez travailler à partir de la fiction sonore, j'avais repéré déjà quelques thématiques qui sont évoquées lors de cette fiction sonore. Donc la charge mentale, la répartition des tâches ménagères, l'espace privé, les discriminations à l'embauche, l'espace professionnel, les emprises et violences conjugales, le harcèlement de rue et l'espace public. Et en fait, à partir de ces thématiques, j'avais sélectionné des productions à Zéro Cliché qu'on avait déjà reçues les années précédentes. Donc, celle-ci sur la charge mentale,
C'est une vidéo, donc on n'a pas le temps de vous la passer, mais bon, comme vous aurez la présentation, celle-ci c'était plutôt sur la discrimination à l'embauche, les discriminations dans le travail. Alors ça c'est un film de fiction, donc on reçoit aussi de la fiction à zéro cliché, même si normalement c'est des productions... on peut informer par la fiction. Et voilà, ça, exactement. Donc parfois il y a quand même des productions de fiction qui sont primées, et celle-ci est très intéressante justement sur la question de l'emprise et des violences conjugales, parce que c'est un jeune couple qui est mis en scène avec un garçon qui critique la tenue vestimentaire de son ami et qui l'empêche de sortir habillé de telle façon, et on voit en fait un peu la gradation de la violence. Ça, c'est un article qui est assez intéressant parce que ce sont des élèves qui se sont rendus, qui sont allés faire une interview avec une psychologue et une personne qui travaillait à la police pour justement comprendre les violences conjugales. Donc bon, là, on voit pas bien, mais sur le PowerPoint, sur les diapositives, vous allez pouvoir lire. Et ça, c'est un podcast que personnellement j'aime beaucoup et qui, je trouve aussi, fait beaucoup le lien entre cette fiction sonore et comment on en fait une production médiatique, parce que ça, ce sont des élèves de 3e qui sont d'abord partis d'un travail de fiction, donc en français, où elles ont écrit voilà, des fictions qu'elles ont ensuite mises en scène par la parole, et allient ça avec toute une recherche documentaire et des interviews des colleuses à Nantes. Donc, vous savez, les colleuses, c'est qui affichent des messages sur les féminicides dans les murs de la ville. Donc, qui fait aussi le lien avec l'espace public et les violences. Voilà, le harcèlement en rue et l'espace public, bon, l'affiche qui parle un petit peu d'elle-même sur les violences faites aux femmes. Et à côté, un article, bon, justice pour Julie, c'était à propos des viols par les pompiers de la jeune fille qui s'appelait Julie, donc, qui a été aussi traitée dans le cadre du concours. Et voilà, là ensuite je vous ai mis un petit peu le florilège de toutes les thématiques qu'on reçoit dans le cadre du concours pour vous inspirer. Évidemment, c'est pas exhaustif et vous pouvez traiter de plein de sujets en plus de cela, mais voilà, c'est vraiment pour vous donner des pistes. Voilà, ensuite, bon, alors très concrètement, comment s'inscrire au concours? Donc il y a la page, vous avez le petit onglet inscription. Il faut remplir le formulaire. Donc le formulaire et le dépôt des productions, c'est avant le 21 avril. Et une fois que vous avez rempli le formulaire, vous recevez un mail de confirmation. Si jamais vous ne l'avez pas, il faut nous écrire parce que c'est pas normal. Et vous avez votre numéro. Et donc du coup, pour pouvoir déposer vos productions, c'est important de nous remettre ce numéro d'inscription pour qu'on sache bien quelle production appartient à quel formulaire d'inscription, pour qu'on retrouve bien qui a fait quoi. Voilà, et ensuite, pour finir, je vous avais déjà parlé du premier webinaire d'accompagnement dans le cadre du concours Zéro Cliché qui a eu lieu au mois de janvier, qui était à destination des enseignants du premier degré, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à créer un petit peu de la participation en école et en maternelle, mais c'est possible. Donc voilà, si vous êtes concerné par le premier degré, je vous invite à aller voir le webinaire. Et 2 autres webinaires à venir dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Donc le 29 mars avec le centre Hubertine Auclair, dont on a déjà pas mal parlé sur tous ces brins aujourd'hui. Donc là, ça se concentre surtout sur les podcasts. Et aussi le 5 avril à 14h avec Amnesty International pour parler des droits des femmes à partir de productions médiatiques. Et en plus, j'ai vu que Noémie Pagan était là aujourd'hui et assistait à notre webinaire. Donc on est aussi ravis de faire le prochain le 5 avril. Et voilà. Et donc, j'ai fait tout ça en condensé, mais maintenant on est prêt à répondre à vos questions. Merci Flora, tu as été super efficace. Je ne sais pas si notre collègue Aude est là et qu'elle peut nous faire remonter les questions. Oui. Je vais vous faire remonter. Alors, pour Marianne, il y avait une question sur... Donc, le questionnaire mentionné est-il disponible dans le rapport annuel? Alors, le questionnaire, si vous avez sur le site du HCE, vous avez vous l'avez trouvé sur la page d'accueil, vous avez à la fois la publication en PDF du rapport et par ailleurs le baromètre Bourgia Boys où vous avez tout le questionnaire et les chiffres en intégralité. Alors, il y a également une question. Pourriez-vous nous donner aussi le chiffre des hommes qui sont harcelés ou violentés par des femmes? Non. Je vous dis non parce que je ne l'ai pas.
Mais tout ce qu'on sait, en fait, ça rejoint ce que disait Séverin, c'est que la disproportion entre les violences est réelle. Après, il faut modérer avec la question homophobe, qui est peut-être autre chose. Mais voilà, non, je rejoins ce que disait Séverin. Majoritairement, les violences sont très, très majoritairement exécutées par les hommes. Et une dernière question pour vous, Marianne. Combien de temps dure la fiction sonore? Ça fait référence à la fiction littéraire. Une dizaine de minutes, non? Même pas, non? C'est 5 minutes, ouais. 5 minutes. Oui, Quatre thématiques. Oui, ça dépend, parce que comme on peut l'arrêter, enfin, non, c'est assez rapide. Mais effectivement, comme le dit Séverin, on peut l'interrompre pour avoir les éléments complémentaires. Puisque mon micro est ouvert, je voulais juste remercier Séverin pour le boulot et dire que si je reprends ma casquette, indépendamment du HCE de directrice RSP de France Télé, et pour travailler sur la question de la représentation des femmes dans les médias, vous faites un boulot formidable. Voilà. Alors, des questions pour Séverin. Tu as mentionné, Séverin, une production vidéo. On me demande quelle est la durée d'une production sur vidéo. Je sais pas si ça peut répondre. Alors là, il faudrait me préciser un petit peu la question, mais j'ai vu aussi des demandes pour le sondage. Alors le sondage, moi je peux faire passer mon sondage, mais c'est un sondage fabriqué en interne. J'ai pas prétention à ce que ce soit aussi bien conçu que ceux des sondeurs, mais je pense que justement ça peut être un exercice intéressant à mener avec les élus lycéens ou collégiens pour leurs camarades, sans qu'évidemment ils donnent les questions à leurs camarades en amont, mais ça peut être un travail fait collectivement. Mais évidemment, s'il y en a qui le souhaitent, je le transférerai, je vais vous laisser mon adresse email dans ma présentation, comme ça les gens contacteront. Sinon, pour la vidéo, j'ai pas compris à quoi ça faisait référence. En tout cas, le reportage télé dont je parlais, C'est quoi un homme, il dure 4 minutes, voilà. Mais je sais, après, c'était nous qui avions fait ça, oui. On rappelle très bien. J'avais beaucoup de montage en le voyant, donc j'ai un souvenir très bien. Alors, ce qui est intéressant, justement, je profite pour l'ARCOM, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les droits avec l'INA, c'est-à-dire qu'ils ont payé les droits à l'INA, et donc, du coup, c'est librement exploitable. Donc, c'est quand même intéressant de le préciser, parce qu'on respecte les droits. Oui, bah oui, évidemment. Alors, une autre question, pardon. Existe-t-il un film documentaire que l'on pourrait projeter aux parents qui sont aussi concernés? Alors nous, on a participé en partenariat avec la Fondation McMurray à Chouette pas chouette. Alors si c'est pour des très jeunes enfants, ça fonctionne très bien. C'est des petites vidéos d'animation et même pour des enfants un peu plus âgés, voilà, moi je recommande la série Chouette pas chouette. Vous pouvez aller la trouver en libre accès sur le site du CLIMI. Après, pour des adolescents ou des enfants plus âgés, c'est vrai que je vous conseille d'aller sur l'UNI. Il y a pas mal de ressources sur ces questions-là, sur le thème de l'égalité. Et puis, je sais pas, Marianne, tu as peut-être des documentaires en tête, ou peut-être qu'on pourra aussi vous les envoyer à la réflexion des ressources. Oui, il y en a quelques-uns. Je pensais qu'il y en a un qu'on a tué il y a un petit moment, qu'il faudrait qu'on remette en ligne, c'est accessible pour tout le monde, qui s'appelait Option Éducation Sexuelle, je sais pas si vous l'avez vu, Virginie. Qui était effectivement sur une expérimentation avec une association de Rennes qui justement fait parler des ados sur la sexualité et pour rejoindre ce que disait Séverin sur leur habitude des sites porno par exemple, c'est absolument sidérant, mais ce sont des retours d'expérience de terrain qui sont extrêmement intéressants. Sinon oui, des documentaires sur la question, on avait fait Science à mauvais genre aussi il y a quelques temps, sur la question justement des stéréotypes qui empêchent d'aller vers les caresses physiques, mais il y a pas mal. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on vous fasse un petit répertoire des documentaires sur ces sujets-là. Je ferais ça volontiers avec France Télé, oui. Alors, 2 questions. La représentation des femmes dans le domaine de l'encadrement, je pense de l'éducation aussi plus globalement, est-ce qu'il y a des progrès? Judith Klein, vous voulez répondre? Il y a de la formation en tout cas. L'IH2EF, l'école de formation des cadres, depuis 2 ans organise à l'attention des chefs d'établissement une formation de 50 heures
pour piloter la politique d'égalité. C'est la deuxième session cette année et évidemment c'est un début, mais comme le plan dont je mentionnais la présentation ce matin prévoit qu'on renforce la formation des cadres, représentants des corps d'inspection, chefs d'établissement et des RH, il va falloir qu'on capitalise à la fois sur ce que nous on fait en formation continue dans le cadre du programme national de formation et ce que fait l'Institut des hautes études pour l'éducation et la formation, IH2EF. Ça c'est la première piste. Et puis peut-être que tout le monde n'est pas au courant que depuis la rentrée 2021 s'impose dans la formation initiale 18 heures, c'est pas beaucoup, mais c'est une première brique de formation à l'attention de tous les personnels enseignants et tous les personnels d'éducation. Et on a rédigé un cahier des charges pour un continuum de formation à l'égalité. Continuum formation initiale, formation continue, ça fait pas 5 ans qu'on parle de la formation, ça fait 30 ou 40 ans qu'on parle de l'impératif de formation dans l'institution, mais en tout cas ça se met en place et je vois qu'il y a parmi le public un certain nombre de mes collègues qui sont référents et référentes académiques pour l'égalité filles-garçons et qui organisent de manière absolument régulière et avec grande conviction et grand succès, parce que les choses se font progressivement, des formations chaque année dans les plans académiques. Et puisque j'ai la parole, je vais dire 2 choses. Il y a 2 sites où on peut trouver aussi des ressources intéressantes pour travailler sur la question de la présentation. C'est le portail Mathilda, qui a été élaboré par un partenaire important du ministère, qui est l'association Vidéo, qui organise un concours besoin contre le sexisme. Alors il n'y a pas de concurrence de concours, mais en tout cas le portail Mathilda est vraiment un portail intéressant et on peut notamment y trouver des ressources pour le premier degré qui sont un peu moins. Alors évidemment il y a chouette pas chouette et il faut qu'on renforce. Si on dit qu'il faut renforcer le développement d'une culture de l'égalité dès l'école élémentaire, il faut se doter, il faut former. Je pensais aussi au site du Centre Simone de Beauvoir, Georges Image, qui est une ressource intéressante et je pense que la vertu de ce webinaire, c'est aussi de pouvoir se mettre tous et toutes autour de cette table et de mutualiser des ressources et de les présenter de la manière la plus utilisable et rationnelle possible. Et puisqu'on parlait de questionnaire, je pensais aussi au questionnaire qui a été élaboré à l'attention des élèves élus dans les conseils de la vie collégienne et les conseils de la vie lycéenne il y a maintenant 3 ans et qui s'intitule « Pour l'égalité contre les discriminations et les violences de genre, mon CVC » où mon CVL s'engage et qui est aussi un outil de réflexion guidée pour les élèves dans les instances qui les représentent, mais plus largement pour tous les élèves en collège et en lycée. Merci Judith. Aude, on va prendre une dernière question et malheureusement on sera obligé de se... Alors, comment éduquer les adultes à cette thématique ? Alors, il y a un vrai enjeu de coéducation sur ces questions. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et je pense que justement, le fait voilà, là, il y a l'éducation nationale, le CNIMI, un média de service public, le HCE. C'est vrai que tu voulais rebondir ? Oui, c'est ça. Non, par exemple, cette année, avec ma chef d'établissement, ce qu'on a décidé par rapport à la fonction de référent égalité filles-garçons, c'est de former les collègues pour le coup. Ça a été de faire une formation après, vous savez, des fois on peut bénéficier d'une petite demi-MP ou quelque chose comme ça. Et là, l'idée, c'est qu'on a fait 2 journées de formation auprès des collègues avec cette entrée éducation média. Alors, j'avais alors, je suis dans un collège où il y a beaucoup de jeunes profs, mais j'avais là pour l'instant, il y avait presque la parité garçon-fille dans les profs, mais pas tout à fait, mais on s'en rapproche. Et en fait, je pense que peut-être à cette échelle-là, en plus, ça permet de créer un petit dynamisme d'établissement. Voilà, je pense que pas que ça soit forcément contraint par la chef. Oui, et puis je crois que c'est sur les parents, le rôle des familles. Donc là, il y a un rôle important, évidemment, de tous les acteurs aussi autour de l'école, les acteurs de l'éducation populaire, des acteurs associatifs.
Et par exemple, la série Chouette pas chouette, ils ont fait un petit manuel à destination des parents qui s'appelle le petit manuel de l'égalité, qui reprend en fait les scénarios de Chouette pas chouette. Donc je pense qu'à chaque fois qu'on pense à un projet, en fait, il faudrait aussi avoir une déclinaison et puis une approche par la coéducation pour essayer de toucher un maximum de public et d'embarquer évidemment les parents et puis tous les acteurs autour de l'école. Je vous remercie toutes et tous. Vous avez été très nombreux à nous écouter et ça fait vraiment plaisir de lire vos commentaires extrêmement positifs. Je remercie infiniment Judith Klein, Marianne Bernard et Séverin Ledru-Millon pour la qualité de vos interventions, leur richesse et vraiment, on voit dans le chat que ça motive tout le monde et que parfois on se sent un petit peu découragé et puis là, voilà. Donc on espère avec Flora que les chiffres vont se faire sentir sur la participation du concours Zéro Cliché. On attend vos productions. Merci infiniment encore à toutes et à tous.